souhaitons déconstruire un mythe puissant et pernicieux dans le monde de l'éducation, celui de l'apprenant typique. Contrairement à ce que l'on s'imagine souvent, il existe plusieurs façons d'apprendre. Imaginez-vous que l'on vit dans un monde où l'on croit au mythe du pied moyen et que vous faites partie d'un bassin de recrues potentielles pour la Ligue nationale de hockey. Dans ce monde, on croit que le hockeyeur idéal porte des patins de taille 8.5. Si vous portez du 12, vous êtes donc mal pris. Heureusement, on ne vit pas dans un monde construit autour de ce mythe parce qu'on peut voir la différence à l'œil nu. Parce qu'on peut la voir, on conçoit aussi des outils pour mieux épouser cette diversité. Nous créons les conditions afin que puissent s'exprimer les talents là où ils se trouvent, talents qui auraient facilement pu rester dans l'ombre sans un tel aménagement, comme dans le cas de Zdeno Chara, le fameux défenseur de la LNH qui mesure 6 pieds 9 et chose du 12. Le problème, cependant, est que l'on vit dans un monde qui croit encore en une certaine version de l'apprenant typique ou normal. Il est d'ailleurs un peu surprenant que l'on accepte sans mal l'évidence que les pieds peuvent être de longueurs différentes, mais que l'on ait de la difficulté à transposer cette représentation à la variabilité du cerveau humain. Pourtant, le cerveau humain est composé de billions de neurones qui interagissent entre eux, forment des circuits uniques, réagissent à l'environnement et se voient façonnés par nos expériences culturelles et sociales. Malgré cette complexité vertigineuse, nous croyons que le cerveau humain est à peu près le même chez tous les individus, mais il ne l'est pas. Les neurosciences ne peuvent d'ailleurs être plus claires sur ce point. Quand il est question du cerveau et de l'apprentissage, la variabilité est la règle, pas l'exception. Prenons l'exemple du cube Rubik's. Il s'agit probablement de l'un des jeux les plus frustrants et les plus complexes. Si plusieurs peuvent le résoudre, quelques-uns seulement peuvent être qualifiés d'experts à ce jeu. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'il existe une panoplie de stratégies différentes pour réussir ce jeu. Par exemple, si vous êtes doté d'une capacité élevée de visualisation spatiale, vous n'utiliserez pas la même stratégie qu'une personne possédant une excellente mémoire. La meilleure stratégie dépendra donc de votre profil particulier. Appliquons maintenant cet exemple au cas d'une personne daltonienne ou aveugle et tentons de trouver un moyen permettant à celle-ci d'exprimer son talent au cube Rubik's. La première chose que nous pouvons conclure est que la couleur est un choix arbitraire. Il n'existe pas une seule façon de représenter le cube. La première solution serait alors de simplement changer les représentations en créant un cube blanc en braille. La première réaction que l'on pourrait avoir est « Wow, comme c'est beau !» Mais ensuite, on peut se demander « Pourquoi est-il blanc ?» Ainsi conçu, il ne peut être utilisé que par les personnes qui lisent le braille. Il faudrait donc prévoir nécessairement deux cubes différents, à moins qu'il soit conçu dès le départ comme étant accessible à tous, c'est-à-dire à la fois en braille et en couleur. Ainsi, nous nous rapprochons davantage de la conception universelle de l'apprentissage qui vise à favoriser l'expression des divers talents qui auraient pu passer inaperçus dans d'autres circonstances. Avec un tel design qui n'exclut personne dès le départ, nous pouvons ensuite élargir l'accessibilité en pensant à d'autres stratégies pour diversifier les options de représentation des savoirs, d'expression des étudiants et de participation. En revenant au terrain scolaire, gardons en tête que le seul moyen de véritablement favoriser l'inclusion, que ce soit sous l'angle de la pluralité culturelle, sociale ou des situations de handicap, c'est d'accepter de changer notre conception traditionnelle de l'enseignement et de la norme. Plutôt que de simplement accommoder les étudiants pour qu'ils s'intègrent mieux à la classe, nous devons transformer la classe et le curriculum en y éliminant les barrières afin d'y inclure tous les étudiants.